driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendez que je for so long, do you remember? Mais est-ce que tu know? Vaste, immense et complexe est notre champ d'action. Les choses et les personnes à découvrir sont nombreuses et diverses. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir où que vous soyez et bienvenue dans l'émission Impact. Ce soir, nous faisons un focus sur un personnage, une figure de proue de la diaspora congolaise dans le domaine de la politique. Très jeune, cet homme a côtoyé les grands chefs d'État de son continent. Il est un véritable leader, un vrai communicant de son État. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, cet homme fait énormément parler de lui et cet homme n'est autre que Marc Mapingou, avec qui nous allons avoir un instant d'échange. Avec lui, évidemment, nous parlerons de lui, de son parcours et de ses projets politiques. Tout de suite, notre échange avec Marc Mapingou. Voilà, mesdames, messieurs, on l'a dit, notre focus de ce soir, notre invité de ce soir, c'est bien monsieur Marc Mapingou, avec qui nous allons entretenir une bonne demi-heure. Avec lui, on l'a dit tout à l'heure dans notre introduction, nous allons aborder évidemment son parcours, l'actualité politique de son pays. C'est un vrai leader, on le rappelle, un véritable communicant. Marc Mapingou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur de découvrir votre studio. Alors c'est un réel plaisir, vous êtes justement un an à ne plus présenté au niveau de la diaspora. Marc Mapingou, on en parle et on en parle assez. C'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir dire à tous ces internautes qui nous suivent qui est véritablement Marc Mapingou, son parcours, d'où vient-il, qui en effet est Marc Mapingou. C'est difficile de dire qui on est. Déjà depuis les anciens, on disait « connais-toi toi-même ». Est-ce que c'est facile de se connaître soi-même? C'est peut-être très difficile. J'aimerais plutôt que vous me posiez des questions précises. À partir de ce moment, j'aurai peut-être l'occasion de répondre à toutes ces questions. Mais se présenter soi-même, ce n'est pas toujours évident. Mais je peux tout simplement vous dire que je suis congolais. J'appartiens à une génération qui aujourd'hui regarde, on est un peu une génération charnière entre les jeunes qui nous suivent et puis ceux que nous avons suivis, notamment les plus grands. Donc nous appartenons donc à cette génération charnière où nous avons des devoirs vis-à-vis de l'histoire du pays et puis de notre propre histoire. On m'a présenté comme un communicant, en effet je suis communicant, j'ai fait des études de sociologie au départ jusqu'à avoir un DEA en sociologie à la Sorbonne. Puis j'ai fait un DSS de système d'information à l'IAE de Paris, à la Sorbonne toujours. Et puis et puis j'ai fait un autre DEA de communication au CELSA, l'Institut aux études de communication de Paris 4. Donc voilà mon parcours un peu universitaire. Maintenant, je suis catholique, chrétien. Je fais des études dans un petit séminaire. Aussi, en plus de ce que vous avez précédemment cité. Voilà, des études dans un petit séminaire avant d'être ce que je suis, d'abord de faire des études universitaires. C'est donc au petit séminaire de Luango. Je garde des très bons souvenirs de cette belle région de Pointe-Noire où on avait l'une des plus vieilles églises d'ailleurs, la première église du Congo, catholique. Et là, c'est des grands souvenirs, c'est des souvenirs. Après le bac à Brazza, j'ai fait 3 ans d'université à Brazzaville, à Mariangouabi, où j'ai passé une licence en sociologie. Et puis après, je suis venu en France, à Sorbonne, maîtrise. Et puis j'ai voulu avoir un parcours pluridisciplinaire. Et ce parcours pluridisciplinaire a fait de moi un homme modestement un peu ouvert.
On l'a compris, hein, on l'a compris que justement de par vos études, vous êtes le communicant que vous êtes aujourd'hui n'est pas improvisé. Vous êtes un véritable communicant de par votre cursus scolaire. On le dit aussi des années 90 aux années 2000, si on peut le dire ainsi. On ne peut parler de la politique au Congo et surtout au niveau de la diaspora sans parler de Monsieur Marc Mapingou. Alors, comment arrivez-vous en politique? Écoutez, j'arrive en politique, bon déjà, j'avais jamais milité, d'abord parce que j'ai toujours été contre la pensée unique, contre le déterminisme historique qui était celui imposé un peu par la démarche marxiste, la démarche communiste. Donc, compte tenu des valeurs qui étaient miennes, j'ai toujours estimé que on ne peut pas faire le bonheur d'un peuple sans être libre et sans prêcher la liberté. Donc pour moi, le libre arbitre, le libre entreprise a toujours sous-tendu ma démarche politique ou philosophique. Comment j'arrive en politique? Bon, moi, Entre guillemets, vous n'étiez pas un véritable partisan du monopartisme. Non, je ne l'ai jamais été. Et ma démarche tant intellectuelle que philosophique ne me permettait pas de l'être. En revanche, il y a eu la conférence nationale en 90. Tout à fait. Nous étions à Paris avec un certain nombre de copains, pour la plupart étudiants et d'autres qui travaillaient aussi. Alors on s'est dit, on va se lancer dans cette aventure. C'était une nouvelle cloche qui sonnait pour notre pays. Il fallait bien sûr être présent à ces nouvelles batailles. Et cette bataille, c'était la libération de la pensée, la libération de la parole. Et donc, voilà, nous sommes partis à la conférence nationale. Et là, bien sûr, je connaissais déjà depuis Paris Pascal Lissouba, que je fréquentais. Et quand on arrive à la conférence nationale, alors je prends position pour lui. Et puis, je prends aussi position pour les forces de changement parce que j'appartenais donc à cette génération qui voulait que les choses bougent et changent. Et voilà, tout part de là. On peut dire que le déclic justement de votre entrée en politique s'est fait justement par le biais de la conférence nationale. Tout à fait. Alors, parce que la conférence nationale nous offrait une occasion et une possibilité d'expression. Et donc à partir de cette expression qui devenait plurielle et qui devenait vraiment très libre, les gens comme nous, on s'est dit, c'est peut-être une occasion, jamais de pouvoir faire son apparition. Voilà. Justement, on a compris. D'aucuns pensent aussi que vous, M. Marc Mapingou, oui. Vous faites de la politique, mais vous ne la faites pas comme elle devrait se faire pour une personne qui doit en tirer les vrais profits. On fait de la politique, pas pour plaire seulement, mais aussi pour occuper des fonctions justement qui servent à développer son pays, à porter des solutions. Vous négociez peut-être mal dans vos combats politiques aux côtés des personnes avec lesquelles vous combattez. On se rappelle encore que vous avez œuvré aux côtés du président Pascal Lissouba. Vous êtes l'un des artisans certainement de sa victoire, mais le mandat du président Pascal Lissouba, vous n'avez pas été utilisé comme cadre dans une institution quelconque. Écoutez, je suis peut-être un sentimental. Moi, je crois que quand j'ai accompagné Pascal Lissouba dans ce combat, j'ai pas... Voyez-vous, je ne me suis pas comporté comme un politicien en imposant des demandes particulières. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui présentait le profil d'un monsieur qui pouvait gérer une transition au sens historique du terme. On sortait du parti unique et donc on avait un monsieur qui avait une ouverture d'esprit et qui avait un parcours, ancien Premier ministre, et puis bon, quelqu'un qui portait aussi les blessures comment on peut appeler, cicatrices et les blessures des conséquences du parti unique. Il avait fait la prison, il avait été condamné et tout ça. Donc quand je viens vers ce monsieur, et quand nous faisons la politique, tout au moins quand je le soutiens, je suis désintéressé. Je suis désintéressé parce que je me dis très naturellement, nous allons ensemble
construire le pays, et très naturellement, j'aurai ma place dans ce débat qui est le débat voilà, du pays. Bon, et puis ce qui s'est passé, vous venez de le dire, mais pour moi, c'est pas l'essentiel, c'est pas des postes. L'essentiel, c'est pas des postes. Je crois que aujourd'hui, quand je fais le point, il y en a qui me disent, mais oui, tu aurais pu être ministre et tout ça. Je dis, mais oui, mais j'aurais pu être ministre ou ne pas être ministre. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. J'aurais été ministre dans un contexte où... Mais c'est véritablement une expérience qui vous manque. Vous faites de la politique jusqu'aujourd'hui. Vous continuez à la faire, à défendre les idées qui sont certainement les vôtres. Oui. Mais le long de votre combat, vous avez eu l'opportunité, sinon l'occasion, d'être aux côtés de l'ancien président du Congo, M. Pascal Lissouba. Ouais, vous n'avez pas bah oui, mais été utilisé. Non, Est-ce à dire que votre présence... J'ai été son conseiller. J'ai été son conseiller peut-être en communication, et j'ai eu avec lui un contact tout à fait, comment dirais-je, immédiat, dans la mesure où on avait une proximité intellectuelle, physique et autres. Ah, tout ça, c'était dans l'informel. Il n'y avait rien d'officiel. Si, puisque j'étais conseiller en communication. Donc c'était quand même quelque chose de formel. Maintenant, si le pouvoir c'est profiter un peu des lambris dorés ou comment on appelle ça, des projecteurs. C'est vrai que j'ai apparu après comme un homme de l'ombre. Et puis, on a eu beaucoup de désaccords aussi avec le système, notamment la hiérarchie, pour ne pas dire cette nomenclatura lissoubiste, sur la gestion, sur un certain nombre de points. Et j'ai démissionné. Et après, quand on démissionne, on a eu des occasions, on s'est réconcilié avec le président de la République, via Omar Bongo et via d'autres personnalités importantes. Nous nous sommes réconciliés. Et puis bon, je suis venu à Paris parce que nous avions un projet, c'était le projet de la SNPC, qui est un projet de Pascal Lissouba. Nous devions créer cette structure-là. Je suis venu en formation dans les réseaux pétroliers, et puis bon, il y a eu ce qui s'est passé. Alors, pour clore justement le dossier Pascal Lissouba, alors il y a eu, on se rappelle que pendant son mandat, il y a eu un petit froid à un moment où Marc Mapingou s'est retiré. Ouais, est-ce que c'était justement parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait que Marc Mapingou s'est retiré, comme quoi la personne qui a mal négocié? Non, sincèrement, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez, je suis un homme entier. Et puis je n'avais pas besoin de ça. Je connaissais Lissouba. Sinon, quel serait l'intérêt de votre combat au côté d'une personne qui... Non, c'est pas ça le problème. Justement, nous nous trompons. On ne fait pas la politique forcément parce qu'on veut avoir des postes et tout ça. Quand on fait la politique dans cette optique, on peut devenir aigri. Et c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de faire prévaloir ses idées quand on est dans une famille politique. Et quand ça ne marche pas, il faut se retirer. C'est ce qu'on appelle des esprits libres. Alors maintenant, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un confort de ministre pour être quoi que ce soit? Je n'ai pas eu besoin d'être ministre pour avoir un confort modestement matériel ou pour mener ma vie. Ce n'est pas ça le plus important. Moi, je pense que le plus important, c'est d'appartenir à une famille politique. On a des idées et se battre pour que vos idées triomphent. Parce qu'en dernière instance, il y a toujours un bilan. Et quand il y a ce bilan, savoir que Mapingou a impulsé telle réforme et tout ça... Et à chaque fois que vos idées ne triompheront pas, vous serez celui qui vous retirerez pour aller vers d'autres combats. C'est toujours ça que vous adopterez comme... Non, c'est pas de l'opportunisme, mais quand je suis quelqu'un de libre et quelqu'un d'entier, quand j'entame un combat avec quelqu'un, si à partir de ce moment, on est en désaccord, je ne vais pas continuer à le soutenir. Je dirais tout au moins, ouvertement, que je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai compris aussi que Pascal Lissouba était entouré d'une camarilla qui, malheureusement, pour lui et pour le pays, l'a emmené aussi là où nous sommes arrivés. Mais ce qui est important, je crois que c'est ce que disait Edgar Faure lorsqu'il dit avoir raison très tôt est souvent un grand tort. Je pense que j'avais eu raison trop tôt. Et voilà, mais c'est ça l'histoire, c'est un parcours, il faut tirer des leçons sur ce que l'on a vécu. Mais moi, je ne regrette pas, je crois que ça m'a donné
eu la force c'est une expérience. Je suis cuirassé aujourd'hui, je peux recevoir des coups, je peux peut-être en donner aussi, mais c'est ça la politique et c'est ça la vie. Je crois que dans la vie, il y a des choses qu'on ne regrette pas toujours. Ok, mesdames, messieurs, chers internautes, si vous nous suivez, si vous venez de nous prendre de court, nous sommes donc avec monsieur Marc Mapingou, qui est un véritable leader politique au niveau de la diaspora, un acteur politique. Avec lui, nous abordons justement son parcours et toute l'actualité politique du Congo-Brazzaville. Marc Mapingou, on parle aussi énormément de votre relation avec la famille Bongo, sinon en particulier avec le feu président Omar Bongo. Quel type de relation aviez-vous? Alors d'abord des relations privées. Relations privées, je pense que Omar Bongo a vécu au Congo, nous savons bien. Il a fait ses études... C'est pas à ce moment que vous l'avez connu, on est d'accord? Ah non, mais il a connu mes parents. Ce qui nous intéresse, c'est déjà de savoir la relation interpersonnelle qui vous liait. Omar Bongo connaissait mon père. D'accord. Connaissait mon père. Omar Bongo était très jeune. Et son frère travaillait à Zanaga, son frère s'appelait Ngouni Basile, qui était un ami de mon père. Et mon père était un notable, et donc il se connaissait avec le frère d'Omar Bongo, le même frère d'Omar Bongo qui amène Bongo à Zanaga. Et Bongo fait l'école primaire à Zanaga, avant par la suite de se retrouver à l'école des cadres à Brazzaville, de faire Bangui et tout le reste. Donc à partir de ce moment, il y a des rapports que je peux considérer comme des rapports familiaux. Bon, maintenant, après, bien sûr, il y a ma propre expérience. Omar Bongo est un homme qui a beaucoup compté dans la relation France-Afrique, et aussi qui a beaucoup compté dans la relation africo-africaine, parce que c'était quand même, d'un certain point de vue, quelqu'un qui avait un charisme et qui était écouté par certains leaders africains. Et pour moi, c'était un honneur d'avoir discuté avec ce monsieur, même quelques semaines avant sa mort. C'est un honneur. Donc, bien sûr, on peut revenir sur le bilan de l'homme politique. Bon, il y a des choses à dire qui n'ont pas toujours été des choses formidables, mais c'est la vie. Mais je pense qu'il y a eu ce contact, une forme de piété filiale qui nous unissait, et je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai observé aussi, et puis j'ai appris beaucoup de choses. On peut donc considérer une relation beaucoup plus fraternelle qu'une relation politique. Appelons ça comme ça, oui. Alors, on va revenir à 92. Alors, en 92, on se rappelle, lors de l'élection qui a amené le président Pascal Lissouba au pouvoir, vous avez soutenu le président Pascal Lissouba contre tout le reste des candidats en liste à cette élection, dont le président Denis Sassou Nguesso, qui revient aux affaires 4 ans et demi plus tard. Depuis lors, plusieurs classiques du régime de Pascal Lissouba sont donc revenus au pays, certainement en ayant reçu la main du pouvoir. Le pouvoir leur a certainement tendu la main. On peut citer comme ça M. Tati Mabiala, Christophe Mukwege et j'en passe. Vous êtes revenu au Congo lors du forum. Vous y êtes reparti pendant les obsèques de votre défunt papa. Et depuis lors, on peut compter 15 ans aujourd'hui que Marc Mapingou n'a plus mis pied au Congo-Brazzaville. Vous êtes désormais... Mais peut-être que vous ne m'avez pas vu quand j'étais là-bas. Alors, faites-nous la révélation. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus reparti à Brazzaville? Écoutez, le Brazzaville est dans mon cœur et je suis à Brazzaville toutes les secondes. Et le Congo est dans mon cœur. Voilà. Ah, si c'est dans le cœur de tous les Congolais, nous y sommes donc toutes les secondes. Mais voilà, c'est ça l'essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'éclairer notre lanterne sur votre absence physique à Brazzaville. Depuis combien de temps, M. Marc Mapingou ne s'y est plus rendu? Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que il y a eu au Congo ce qui s'est passé, notamment le retour de M. Sassou Nguesso dans les conditions que nous connaissons. Et quand il est revenu, certains amis, et lui-même d'ailleurs, m'ont fait l'honneur de revenir au Congo lors du forum. Et au cours de ce forum, devant témoins, j'ai dit au président Sassou, à l'époque, ce que je pensais un peu de la manière dont certains acteurs de cette époque-là géraient le forum. Alors, je l'ai dit à M. Sassou, devant des gens que je peux citer ici, je lui ai dit que j'avais peur parce que j'observais
où j'écoutais des débats en plénière au palais de congrès qui me donnaient l'impression que ceux qui étaient revenus au pouvoir par les armes, naturellement, étaient venus un peu comme pour venger ou pour remettre sur la table les vieilles querelles de la conférence nationale et puis les vieilles querelles avec l'Issouba et tout ça. Et je ne voyais pas dans cette ambiance-là un esprit réel de réconciliation et je n'ai pas eu tort parce que tout de suite après, il y a eu 98 et puis à la suite de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bon, à partir de ce moment, je dirais comme les latins, ubi bene, ubi patria, c'est là où tu es bien, c'est là où est ta patrie. Je suis bien ici, pays démocratique, pays où quand tu es malade, tu peux aller à l'hôpital, pays où on n'emprisonne pas des gens pour les opinions politiques. Pour l'instant, je me préserve. Alors, Pourquoi diable souhaiteriez-vous que j'aille dans un pays où, malheureusement, on emprisonne n'importe qui, il y a des bébés noirs qui traînent dans la rue parce que... La sécurité, c'est dans tous les pays, même dans le pays où vous êtes. Non, récemment, une joggeuse s'est fait tuer dans les buissons. Et justement, la sécurité, c'est dans tous les pays. Oui, mais après, la joggeuse, il y a des services qui cherchent... La petite Maëlys, c'est pareil. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est un état de droit. Peut-être l'état de droit n'est pas... Aviez-vous un problème avec la justice congolaise? Vous reconnaissez avoir un problème avec la justice congolaise, ce qui ferait que vous éviterez d'aller au Congo? Est-ce que vous avez appris quelque part, même quand on parle des Lissoubistes qui ont tué, qui ont volé, etc., est-ce que vous avez appris quelque part que Marc Mapingou avait géré des comptes des Congo ou bien assumer tel rôle et qu'on a retrouvé dans des caisses un vide ou un fossé important? Je pense que non. Est-ce que vous avez appris que lors de son passage, Marc Mapingou s'était mis en tenue militaire pour aller avec une mitraillette bousiller les gens parce qu'ils n'étaient pas du Nibolek et autres? Je dis non. Alors à partir de ce moment, les yeux dans les yeux, je vous dis, je suis un homme libre, je suis quelqu'un qui ne se reproche rien. Tout simplement, la vie est un choix. Pour l'instant, je suis ici. Si demain les choses changent pour le pays, je verrai si je peux être utile au Congo ou ailleurs. Vous n'êtes pas donc en exil. C'est un choix d'avoir choisi, c'est un choix d'avoir voulu rester en France. Mais vous êtes ici, je pense que vous ne me direz pas que au Congo, vous ne ferez pas bien votre boulot. Vous travaillez ici, vous êtes aussi, appelons ça comme ça, journaliste. J'aurais pu vous dire aussi, mais qu'est-ce que vous faites ici alors que vous êtes brillant, vous aurez pu bien faire votre travail au Congo, non? Bien sûr, mais là, les questions sont les miennes et les réponses les vôtres. Oui, je suis dans mon élément. Oui, merci beaucoup. Alors, monsieur Marc Mapingou, alors, on va le dire, hein, si d'autres caciques du régime du président Pascal Lissouba sont donc revenus au Congo, c'est peut-être parce que le pouvoir au Congo a considéré qu'ils avaient autant d'importance, leur présence était aussi importante pour reconstruire ensemble le Congo, et que M. Mapingou n'était pas aussi important. Voilà pourquoi on n'a peut-être pas besoin de lui. C'est possible, la vie politique est un choix. La vie politique est un choix. Honnêtement, je connais tous ceux qui dirigent, la plupart des gens qui dirigent au Congo. J'ai eu des contacts d'homme à homme avec le président Sassou à l'époque, quand il était en exil. J'ai eu des contacts, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le système parce que je suis un homme ouvert. Voyez-vous, quand j'étais avec le président Lissouba, je disais toujours au président qu'il y a une chose qu'on ne m'interdira jamais, c'est de revoir mes amis et de faire ce que je veux, de fréquenter qui je veux. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Pendant que certains disaient, ah oui, mais tu fréquentes ces gens-là, ils veulent prendre le pouvoir, c'est des gens du Nord, c'est ceci. Mais je ne suis pas dans cette logique. Je n'ai pas été formé comme ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Des gens comme les Mvouba, quand ils étaient ici, je les voyais. J'ai des amis qui sont vraiment au cœur du système. Mais quand on se voit, on se respecte. Je dis ce que je pense.
C'est ça qui est important. Alors le reste, qu'est-ce que vous voulez, chacun fait ses choix. Je ne suis pas un opportuniste. Alors vous avez... Je fais un choix, j'ai des amis qui, tout en étant au PCT, tout en étant, je leur dis, là ça va pas, là voilà. Sinon, écoutez, je ne serai pas là autour de mon coco. Alors, vous défendez justement, Mokoko on en parlera, vous défendez une idéologie, vous avez une vision politique qui est certainement contraire à celle du pouvoir du Congo-Brazzaville, parce que sinon, Vous connaissez celle du pouvoir? sinon vous ne serez pas en opposition. Dans la vision, dans votre logique, sinon vous ne serez pas en opposition. Oui. Alors, celle que vous défendez, si aujourd'hui vous pensez que votre vision, votre logique serait importante pour l'avancée du Congo, pourquoi ne pas établir un contact avec le président Sassou, à l'issue duquel M. Marc Mapingu serait de retour au pays pour apporter sa pierre à l'édifice? Non, le Congo a 4 millions d'habitants et Marc Mapingu n'est rien sur les 4 millions d'habitants. Au Congo, il y a beaucoup de gens très sérieux, 1000 fois plus intelligents, plus ouverts que moi. Et je pense que c'est pas des esprits éclairés, brillants, c'est pas des idées qui manquent au Congo. Alors, donc, de ce point de vue, M. Sassou et ses amis politiques peuvent bien se priver de conseils ou de la pensée de Marc Mapingu. Alors, aujourd'hui... peut bien se passer demain. Non, mais aujourd'hui, la vision que vous avez on est d'accord, vous conviendrez avec moi, que derrière vous, il y a beaucoup de personnes qui croient en vous, il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous et qui pensent comme vous que votre vision pourrait apporter quelque chose au Congo. Est-ce que vous vous sentez quelque part comme un otage de votre propre politique? Otage non. Moi je pense que la politique... Je voudrais étendre avec... je voudrais continuer à poursuivre avec ma question. La politique se fait sur un espace. Justement, géographique. Géographique et même, selon ma vision, un espace sain d'un point de vue démocratique. Et cet espace, de mon point de vue, n'est pas sain. Et comme cet espace n'est pas sain, je n'ai pas ma place dans cet espace-là, c'est tout. D'accord. Monsieur Marc Mapingu, je reviens à cette question qui consiste à vous dire, est-ce que vous vous sentez comme otage de votre propre vision ou de votre propre projet politique? Alors, on vous a entendu dans plusieurs médias, justement, qualifier le pouvoir de Brazzaville de tous les noms, pouvoir dictatorial, antidémocratique, et qu'aujourd'hui, si vous avez cette proposition du pouvoir qui vous demande de rentrer pour travailler avec le pouvoir, afin de faire avancer les choses, vous pensez que la diaspora va vous fusiller? Est-ce que je peux vous faire une confidence? Faites-la moi. Bon. Plutôt aux internautes qui nous suivent. Oui, ce n'est pas une confidence, mais ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent que je suis un homme libre. Voyez-vous? Et ceux qui me suivent, et ceux qui me connaissent, savent aussi que j'aurais pu. Écoutez, vous parlez du forum. Il y a bien longtemps. Bien sûr, mais j'aurais pu. C'est pas, écoutez, c'est pas après avoir eu ce bilan que nous avons aujourd'hui, des disparus du beach. Revenons sur ça. Moi, j'aime toujours revenir sur les symboles pour ne pas oublier ceux qui sont partis. Les disparus du beach. Les guerres répétées depuis 1998 dans les pays du Niari, dans le Poul. Aujourd'hui, les prisonniers politiques, les gens qui meurent en prison. Vous pensez qu'après un bilan comme celui-là, quelqu'un qui s'est considéré à un moment donné comme qui avait un objectif, c'était de ne pas tromper sa main dans, comme disait Jean-Paul Sartre, dans cette espèce de boue. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour moi d'avoir une vocation tardive d'entriste ou d'opportuniste pour occuper un rôle quelconque? Je pense que non. Je pense que nous devons être fermes dans des convictions et savoir que nous sommes dans un combat. Si nous, c'est-à-dire je parle de ma génération, de bien d'autres qui se battent aujourd'hui, si nous n'arrivons pas notamment à faire partir ce système-là, il faudrait que ceux qui viennent après nous continuent à se battre et continuent à nous respecter en disant il y a eu des gens qui ont essayé, ils sont partis, certains ont été tués certainement, mais j'ai envie de garder cette image de moi, c'est tout.
C'est entendu, en tout cas, c'est une liberté de pensée, Oui, une bien sûr, véritable non, non, liberté d'esprit. Vous êtes un homme libre. Voilà. On l'aura compris. Marc Mapingou, vous considérez-vous vraiment comme un démocrate? Oui, si la démocratie, c'est l'ensemble des valeurs que je défends, valeurs de fraternité, valeurs d'amour, valeurs de liberté. Je pense que oui, je suis un démocrate, au sens, je le dis modestement, on n'est jamais à 100% Ce que l'on pense être. oui, parce que le monde n'est pas parfait. C'est comme si je vous demandais, est-ce que vous êtes quelqu'un de juste? Mais je pense tout simplement que la démocratie, bon, c'est pas le meilleur des systèmes, c'est le moindre. On est d'accord que vous venez de me dire, au moins, vous pensez que vous êtes un démocrate. Oui, je pense que c'est je me bats pour approcher l'idéal démocratique, parce que c'est un idéal aussi, et tous les jours, je m'efforce de l'approcher, cet idéal-là. Alors, est-ce que je le suis de façon absolue? Bon, je suis modeste. D'accord. Je dis, c'est mon combat. On le prend avec cette modestie. Voilà, On le prend avec cette modestie. C'est une quête. Alors, on rappelle que lors de la dernière élection, vous soutenez un candidat, M. Jean-Marie Michel Moukoko. Oui. Pendant la campagne, ou peu avant la campagne, à travers les médias internationaux, il s'est avéré que M. Jean-Marie Michel Moukoko avait donc cette intention de faire un coup d'État. Oui. Une affaire dont le concerné a reconnu. En véritable démocrate, entre guillemets, ce qui venait ternir un peu l'image et l'illusion de démocratie dont il venait de défendre. On ne s'érige pas en donneur de leçons de démocratie quand en amont on a des intentions de putschiste. Vous qui vous considérez démocrate, vous n'avez pas démissionné lorsque cette affaire a été mise à découvert, lorsque tous les Congolais ont appris cette affaire. Le concernant, M. Jean-Marie Michel Moukoko, que vous défendiez, vous étiez son directeur de campagne, n'a pas non plus démissionné. Déjà, je vais vous dire une chose. Quand cette cassette sort, Moukoko reconnaît, comme vous le dites, mais il reconnaît parallèlement qu'il a été piégé. Écoutez, on est dans un contexte où un matin, vous pouvez avoir la visite d'un farfelu qui vous fait des propositions quelquefois en porte-pièce et pour vous laisser aller. Bon, oui, il a reconnu que c'est une erreur et c'était même une faute politique. Mais cela dit... Qu'il aurait emmené à démissionner, à renoncer à sa candidature en véritable démocrate. Non, parce que c'est une affaire qui datait depuis plus de 11 ans et laisser des gens qui sont arrivés au pouvoir en marchant sur les cadavres des autres, parce que eux, ils ont fait des coups d'État. Depuis la mort de Ngouabi, jusque-là, ces gens qui sont au pouvoir actuellement ont fait couler du sang. Et ça a été prouvé. Ce que je vais vous dire, c'est que même si, à supposer qu'il ait eu ce projet, cette idée, etc., bon, écoutez... L'intention vaut l'acte. Vous le savez qu'en droit, on dit que l'intention vaut l'acte. Ce qui s'est passé, c'est que Moukoko n'a pas fait de coup d'État. Il était intentionné. Écoutez, ici, on peut avoir l'intention d'aller, je ne sais pas, de traverser Paris à pied. C'est une intention. En droit, l'intention vaut l'acte. Vous le savez, monsieur... Monsieur, je vais vous dire qu'il y a aussi en droit des circonstances atténuantes. Et il y a aussi ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Moi, je crois tout simplement, ce que je veux faire comprendre, c'est que Moukoko, on n'a pas saisi Moukoko en flagrant délit avec des armes, avec un plan de déstabilisation d'un régime, etc. Et si vous me posez la question, et si je pouvais être cynique à un moment, je pouvais vous dire, et alors, ceux-là, comment ils sont arrivés en 1997? Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Ah, donc la réponse du démocrate que vous êtes, c'est de rendre coup pour coup, la réponse, gifle pour gifle. Non, la réponse... Si je m'en tiens à votre définition du démocrate. La réponse du démocrate que je suis peut être aussi une réponse de résistance. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est occupé. Et parallèlement, il y a des gens qui s'organisent aussi. Mais il y a eu une élection présidentielle, et un président a été élu, il y a des voies de recours. Est-ce que toutes les voies de recours avaient été amorcées par le candidat que vous soutenez? À moins que vous soyez le porte-parole de ce régime qui est, de mon point de vue, un régime honni aujourd'hui. Pas du tout. Je ne ressens mon de personne. Bon, vous n'êtes donc pas le porte-parole. Et si nous voulons parler sérieusement, je souhaiterais que vous me posiez des questions sérieuses
quand je vous dis que dans un contexte de combat, même dans un pays comme celui-ci, où il y a eu l'occupation, je dis bien l'occupation, mon Dieu, il y a eu à un moment donné des gens qui se sont organisés. Ce n'étaient pas des terroristes, c'était des résistants. Ils se sont organisés pour libérer leur pays. C'était des résistants, c'était des démocrates qui pensaient que, écoutez, il y a une question simple. Quelqu'un rentre dans votre studio là, avec une arme. Il tire votre caméraman. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un revolver contre vous? Vous vous défendez. C'est ce que Ntoumi appelle la légitime défense. C'est ce que d'autres aussi ont appelé la légitime défense. Je pense qu'il faut faire attention quand on analyse des situations. Mokoko n'a pas fait de coup d'État. Mokoko a... Jusqu'ici, on a parlé d'intention de coup d'État. Il a eu, comme vous l'avez vu, manipulé par... Écoutez, je peux venir ici si je suis plus décontracté. Vous me dites, monsieur Mapingou, écoutez, on va simuler une prise de pouvoir, essayer de faire comme si vous êtes devenu président, allez enlever votre pull, mettez un costume et tout. Écoutez, naïvement, je peux partir et revenir, me disant, bon, on est en train de jouer. Mais ça, vous pouvez le faire, et beaucoup le font, pour aller par la suite voir le pouvoir à Brazzaville. C'est une défense que vous faites des faits reconnus par le concerné. Vous faites une défense là, des faits reconnus par le concerné. Oui, il ne parlait pas de simulation. Il parlait plutôt d'une affaire qui datait, on le reconnaît. Non, c'était... Et il ne parlait pas de simulation. Bon, oui, mais le jour... Mais attendez, c'est pas dans un petit studio... où quelqu'un peut prononcer un discours, c'était pas ce discours-là qui devait... On lui a demandé, j'ai suivi la cassette, on lui a dit de simuler un discours, il a simulé. Faites comme si vous venez, bon monsieur, etc. Ça, les journalistes ou les petits escrocs sont de bons manipulateurs. Vous pouvez tomber dans ce piège-là. Il a eu l'erreur de tomber dans ce piège. Mais en revanche, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de savoir que 11 ans après, Mokoko s'est présenté démocratiquement à l'élection présidentielle. Et des gens comme nous, qui n'ont pas la langue de bois, nous avons constaté que Mokoko aurait pu diriger ce pays parce qu'il devait avoir un deuxième tour avec un certain Kolela. Et qu'à partir de ce deuxième tour, bon, Mokoko aurait pu être président du Congo aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, 11 ans après. Mais écoutez, 11 ans après, Sassou, qui était le concerné, puisque c'est de son pouvoir, entre guillemets, qu'il s'agissait, Sassou a repris Mokoko comme son conseiller spécial. Et après, il l'a envoyé à Bangui. Et Mokoko s'occupait des histoires de paix. Donc, allez poser ces questions à M. Sassou en disant, mais ce gars, vous saviez que c'était un terroriste, c'était voilà, un type qui n'était pas démocratique. Pourquoi vous en avez fait un conseiller? Et pourquoi vous avez envoyé à Bangui pour s'occuper des histoires de la paix? Voilà les vraies questions qu'il faut poser. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions. Mais justement, si cette question vous est adressée, c'est pour essayer d'éclairer cette position que vous avez de démocrate. Et en tant que directeur, ancien directeur de campagne de du candidat Jean-Marie Michel Moukoko, question... Non, j'étais son porte-parole à l'étranger, et son conseiller et son représentant personnel, oui, mais j'étais D'accord, porte-parole à l'étranger. Oui. La question est de savoir justement comment vous l'avez reçu, cette nouvelle, et le fait que beaucoup de personnes qui croyaient en cet homme ont pris cette nouvelle comme justement... Non. 80% des Congolais se sont dit, mais pourquoi il n'a pas réussi ce coup d'État? 80% des gens que j'ai interrogés... Dans vous? Comment? Vous avez pensé qu'il aurait pu le réussir? Non, je parle de 80%. Des gens se sont dit, des Congolais se sont dit, il aurait pu réussir. Pourquoi? Parce que en face, ils n'écoutent que le langage de la force, de la violence et du coup d'État. Puisque jusque-là, eux, ils ne sont arrivés que par le coup d'État, pourquoi on ne leur en ferait pas? Voilà ce que certains ont dit. Pas moi, je suis un démocrate, c'est pas je me bats. Honnêtement, si j'étais un putschiste, j'aurais pu me retrouver dans des situations... Je suis pragmatique et surréaliste. Lissouba aurait pu, depuis des années 70, on lui disait, écoute...
on va faire un coup d'État, tu vas prendre le pouvoir et tout le reste. Les Diawara, les autres, l'ont souvent conduit vers ce truc-là. Mais Distouba a toujours dit, j'attends la démocratie. Et il a attendu la démocratie. Le temps, bien sûr, chaque chose a son temps. Il a eu le temps de la démocratie. Donc, moi, je suis un démocrate, j'attendrai toujours le temps de la démocratie. Ok, on l'aura compris, M. Marc Mapingou attendra patiemment son temps et surtout le temps de la démocratie. Alors, on va lentement et sûrement vers la fin de notre entretien, mais il y a encore des questions assez essentielles. Oui. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, Marc Mapingou continuera-t-il à jouer les seconds rangs en politique? À quand Marc Mapingou se fera-t-il leader, non, acteur mais de la chose politique? Vous m'avez présenté ici tout à l'heure comme un leader, vous me on peut être un leader, mais quand on ne prend pas ses combats proprement, on n'est pas le leader qu'on imagine. On se dit, quand est-ce qu'il sera au devant de la scène? Parce que jusqu'alors, vous jouez les seconds. On est d'accord? Non, je ne joue pas des seconds rôles. J'appartiens à une... Je fais partie d'une dynamique avec des hommes respectables qui ont chacun ses qualités, ses défauts, et ensemble nous essayons d'impulser une dynamique qui serait, de mon point de vue, celle de la libération du pays, c'est tout. Maintenant, j'ai toujours dit que ce sont les circonstances historiques qui font qu'à un moment donné, un homme rencontre son destin. Et ce moment-là peut arriver d'un moment à l'autre, mais on ne s'autoproclame pas. Moi, je vous ai toujours dit qu'un véritable leader, c'est celui qui... Je suis un démocrate, donc je dis le véritable leader, c'est celui qui, bon déjà, qui prend le temps de connaître son peuple, qui prend le temps d'être en harmonie avec son peuple, qui comprend ses besoins, les besoins de ce peuple-là, et qui à un moment donné décide. Et il faut du courage, oui, c'est vrai. Il faut la détermination, mais il faut aussi une forme d'humilité. Parce que tous ceux qui se sont autoproclamés, parce qu'ils pensaient que leur moment était arrivé, bien sûr, on peut être président, un coup d'État, vous pouvez être président. Vous pouvez être président pendant 30 ans, mais quand vous n'avez pas été en harmonie avec votre peuple, le dessein de votre peuple, alors à partir de ce moment, vous aurez été un président sans destin, disons président de, oui, sans destin. Je crois que la question présidentielle est une question tellement importante qu'on ne c'est pas un raccourci. Et ceux qui ont utilisé les raccourcis, bon, ils terminent souvent de façon minable. Voilà, moi je pense qu'il faut laisser le temps au temps, et puis je ne suis pas égoïste et je ne suis pas envieux, je ne suis pas... Quand quelqu'un est mieux placé dans un contexte historique, il faut le soutenir. Le jour où ce serait moi, je vais vous dire de me soutenir. Mais aujourd'hui, mon coco est le mieux placé, il faut le soutenir. Ok, on l'a compris, on l'a dit justement, mesdames, messieurs, chers internautes, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Nous avons reçu au cours de cet entretien M. Marc Mapingou, avec qui nous avons entretenu une bonne trentaine de minutes. Marc Mapingou, cette émission, véritablement pas comme les autres, a une rubrique, ça s'appelle la rubrique Question Choc. Vous y serez confrontés, mais avant qu'on y arrive, M. Marc Mapingou, quelle vision et quelle lecture aujourd'hui faites-vous de la société congolaise, la jeunesse congolaise, justement, dans son ensemble? Évidemment, sans oublier que ça fait beaucoup de temps que vous n'y êtes plus reparti, que vous n'avez pas touché la réalité du doigt, que votre analyse peut être aussi certainement erronée, mais on a envie de savoir, en votre qualité de leader, d'acteurs politiques au niveau de la diaspora, quelle lecture, quelle vision faites-vous de la jeunesse et de la société congolaise aujourd'hui? Non, c'est une question très difficile. En même temps, elle nous met devant nos responsabilités d'aînés. Je suis plus jeune, à mon âge, je suis plus jeune, à la soixantaine. Mais en même temps, on dit que la jeunesse est un état d'esprit. Hein? Picasso était vieux, mais Picasso était l'un des plus grands peintres de son époque. Donc la question, c'est pas toujours l'agisme, comme on dit, c'est pas toujours une question d'âge. C'est une question de valeur et c'est une question de comportement, c'est une question
de formation. Et c'est une... donc voilà, pour moi, les jeunes, bon, le pays, non, on est en contact avec le pays. Contact avec le pays, et puis à cette époque d'Internet, les réseaux sociaux, on communique. Le village planétaire. Voilà, c'est le village planétaire, donc on communique. Maintenant, moi, ce que je reproche à beaucoup des jeunes gens, aujourd'hui, c'est le raccourci. Et ça, c'est la faute de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent aujourd'hui ont créé une race des jeunes qui, d'ailleurs, on les avait vus lors de l'élection présidentielle, législative, des gens pas formés du tout, des gens un peu bruts comme ça, qui sont venus à la télévision, où on a vu même, écoutez, ils ont même, à travers les affiches, montré de quoi relevait leur ignorance. Ces jeunes gens que la classe politique actuelle a sacrifiés, pas de boulot, il leur a plutôt appris à fumer le chanvre, donner souvent des kalachnikovs, en disant allez-y, tuez d'autres dans le pool là-bas. Non, je pense que mais en même temps, il y a dans cette jeunesse des gens qui sont conscients que l'avenir demain, c'est eux. Et que par rapport à cela, il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils se forment et il faut qu'ils méritent le témoin. Parce que quand vous allez à l'Élysée, la plupart des gars, les jeunes, 30, 40 ans, c'est profil HEC, Sciences Po, ENA, et quand ces gens-là parlent, ce sont des jeunes de leur époque qui sont capables de vous parler des changements, des bouleversements dans le monde, sont capables de vous parler de ce qui se passe dans des grandes technopoles comme Tchikouba, Silicon Valley et tout ça. Donc il faut être formé. Parce que le monde de demain, qui est un monde de la technologie, qui est un monde du savoir, il faut vraiment s'en approprier. Donc il faut que les jeunes se forment. Maintenant, ceux de la diaspora que je côtoie, moi je les encourage aussi. Je dis, peu importe ce que l'on fait, mais il faut que demain nous soyons capables, si vous repartez au pays, celui qui travaille ici, par exemple, qui travaille dans le bâtiment, il faut qu'il soit capable demain d'apporter un peu ce savoir-faire au pays, parce que bon, on aura besoin de lui. Alors c'est ce que font souvent les Asiatiques. Ils ont toujours un appareil de photo quand ils voyagent. Et nous qui sommes ici, nous devons photographier cette réalité pour aller construire notre pays. Merci beaucoup. En tout cas, on va être très très court. Nous touchons véritablement à la fin de cette émission. Oui. Très très court avant la question choc qui justement ne va pas nous échapper. Alors, le projet politique de Marc Mapingou, certainement candidat à la prochaine présidence. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans 5 ans, on a un quinquennat au Congo, on attend la candidature de Marc Mapingou, un mouvement politique en place, la création d'un parti politique, une dynamique. Pas du tout. Toujours à côté d'un autre leader pour accompagner l'autre leader. Pas du tout, je vais vous dire une chose. Très court, de façon très courte. Oui, mais comme c'est très court, ça sera une citation. C'est Goethe qui disait que l'histoire est l'atelier mystérieux de Dieu. Voilà. Donc, ce qui va se passer demain, l'histoire est imprévisible. Je ne peux pas aujourd'hui savoir ce que je ferai demain. L'avenir est sans visage, sait-on jamais ce qui arrivera demain, étant donné que demain appartient à Dieu. Et l'avenir, nous sommes tous les deux communicants. Vous savez que l'avenir n'a pas d'image. Pas du tout. Alors, on l'a dit, et certainement tous ces internautes scotchés devant leurs médias, téléphone, laptop et quoi que sais-je, attendent instantanément cette question. Oui. La question choc. Elle n'a rien à voir du sujet sur lequel nous avons discuté. C'est pas ma vie privée non plus. C'est pas ma vie privée. Si ça peut friser votre vie privée, seriez-vous capable de répondre? Je ne réponds jamais aux questions de vie privée, surtout si pas aux ça journalistes. peut friser à une certaine appartenance. Et ce serait même malhonnête de me poser une question sur ma vie privée en tant que journaliste. Alors, voilà pourquoi cette question choc, on prévient. Oui. Et si vous êtes disposé à nous répondre,
nous y allons. Si vous n'êtes pas, nous arrêtons là. Il n'y aura pas de question choc. Cette question, elle n'a rien à voir avec votre vie privée comme telle, mais elle a plutôt quelque chose à voir avec une appartenance. Ça peut être une appartenance d'un groupe religieux, politique, ethnique. Un groupe terroriste. Tout à fait. D'une secte. Alors, sur ce genre de questions, Ouais. seriez-vous capable de nous répondre? Allez-y, oui. Sacré Cissé, nous y sommes véritablement à la fin. Marc Mapingou est prêt à nous répondre. Driving me crazy. Set my heart in. Marc Mapingou, faites-vous de la politique? Êtes-vous franc-maçon? Mes frères me reconnaissent pour tel. Vous l'êtes. Je vous dis, mes frères me reconnaissent comme tel. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci. Ça a été dit, pas de nôtre, mais justement de M. Marc Mapingou, qui est notre invité. Ses frères le reconnaissent pour tel. Vous l'avez compris, nous sommes véritablement arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, mesdames, messieurs, dites merci à Sacré Cissé derrière les caméras. Cette émission s'appelle Impact. Nos cibles sont les acteurs et les leaders. Les collaborateurs deviendront nos invités quand ils seront désormais acteurs. Marc Mapingou, un dernier mot. J'ai partagé cet amour pour le pays. Nous aimons tous ce pays. Beau pays, grand pays. Et nous devons toujours être fiers d'appartenir à ce beau pays qui est le Congo. Et nous nous battons pour ce pays. En tout cas, nous souffrons en ce moment. C'est une douleur qui est partagée. Ceux qui sont sur le terrain là-bas. Mais nous ne les oublions pas. Et nous savons que demain ira mieux. Et c'est dans cette espérance qu'il faut toujours terminer ce type de conversation. Ça aurait pu être la question. La question choc. Oh oui, ça aurait pu être la question choc. Vous m'avez posé une question qui n'avait rien à voir avec tout ça. Mais il faudrait qu'un jour, nous discutions réellement de toutes ces choses-là, mais de façon plus sérieuse et tout hors ça. caméra, peut-être. Voilà. Oh non, moi je suis quelqu'un d'ouvert. Et de libre, on l'a entendu. Et de libre, voilà. Et quand quelque chose est... Il faut justement... parler de la franc-maçonnerie, je peux parler d'autres courants philosophiques. L'erreur de certains courants. C'était juste notre question. Oui, on ne voudrait pas tirer en longueur là-dessus. La question était choc. Et merci de nous avoir répondu. Mais j'ai répondu. En toute honnêteté. Merci beaucoup à tous ces internautes. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Driving me crazy. Set my heart in motion. The way smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the